Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 23 août 2022. C'est mon avant-dernière émission puisque, comme vous l'avez peut-être entendu dans les dernières émissions ou lu sur les réseaux, je fais une pause boursière de quelques mois. Je quitte Zone Bourse donc à la fin du mois d'août. Les émissions hebdomadaires, les marchés en action vont s'arrêter. En effet, dans les mois qui viennent, je vais faire une petite pause après 12 ans à Paris. Je vais suivre ma femme dans l'aventure professionnelle continue sur l'île de la Réunion début 2023. Donc voilà, j'ai annoncé que je faisais une pause. J'ai eu beaucoup de messages suite à cette annonce, dont beaucoup de remerciements. Je voulais vous remercier à mon tour, vraiment, pour toutes ces péripéties boursières, tous ces échanges, ces questions, ces points pédagogiques tous ensemble. Je vais également répondre à quelques-unes de vos questions. Est-ce que tu arrêtes la bourse totalement? Évidemment que non. J'ai 38 ans, je ne suis pas encore multimillionnaire, donc vous me reverrez certainement. Est-ce que tu arrêtes Twitter totalement? Non, mais j'ai décidé d'arrêter 2 mois complets. Et si quelqu'un publie une vidéo, un podcast sur mon compte, c'est mon community manager. Est-ce que tu reprendras des émissions? Je suis passionné de vulgarisation, donc je pense qu'à la fin de l'année, peut-être que je ferai une petite émission de temps en temps. Voilà. Et peut-être que j'en reprendrai une plus régulièrement une fois installé à La Réunion. Et puis, comme je l'ai déjà dit, je vais faire moins de Twitter, moins d'émissions. J'enverrai de temps en temps une newsletter. Donc voilà, j'ai laissé les infos sur mon Twitter à ce sujet. En tous les cas, merci à tous pour vos messages. J'espère que les dernières émissions vous plaisent. Je pense que toutes celles du mois d'août valent le coup d'être écoutées et réécoutées, puisqu'à chaque fois j'ai essayé de faire des points, soit sur la macroéconomie à court terme, soit sur la macroéconomie de moyen terme. Dans la dernière émission, me semble-t-il, on a vu aussi pas mal de méthodes pour les stops de protection, court terme, moyen terme, long terme. Qu'est-ce qu'il faut alléger, les mauvais dossiers, qu'est-ce qu'il faut garder, les bons dossiers de moyen terme, etc. Donc j'essaye de vous distiller un maximum d'informations avant de faire une bonne petite pause. Allez, c'est parti pour notre émission du jour. Un avertissement sur les risques pour commencer. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Les informations que l'on voit ici ne constituent pas des conseils en investissement. Vos rendez-vous de la semaine, tous les matins, le morning meeting d'Anthony Bondin, je le lis moi-même tous les matins, c'est la première chose que je commence à faire pour prendre le pouls des marchés, savoir ce dont les marchés parlent et ce sur quoi ils vont se focaliser. Tous les jours, la super Roxane Nojac qui nous fait une vidéo Planète Bourse avec les infos des sociétés à travers l'ensemble de la planète. Et puis on se retrouve là pour l'avant-dernière émission des marchés en action. Au sommaire, un top flop macroéconomique avec 20 graphiques pour bien comprendre ce qui se passe sur la planète finance. Ensuite, l'analyse graphique des principaux actifs, indices, pétrole, or, bitcoin et une sélection d'actions. On commence par le top flop et on regarde un petit peu toutes sortes de graphiques techniques ou macroéconomiques. Le graphique de gauche, c'est en haut ce qu'ont fait les indices, le S&P 500 en 2007-2008. En 2007, on fait un point haut, 2008, on commence à se retourner, on a un choc de marché baissier, un rebond puissant. Et suite à ce rebond, il y a un échec qui se fait sous la moyenne mobile à 200 périodes et une rechute qui en suit. Du coup, depuis 2 semaines, je vous sors beaucoup de graphiques, beaucoup d'analogies qui montrent que il y a une sorte de répétition, il y a une ressemblance dans le fait qu'on a fait un top, qu'on a bien baissé, qu'on a un rebond puissant. C'est pour l'instant un bis repetita absolument parfait. Donc moi c'est sur ce modèle-là que je me suis focalisé à court terme pour dire on arrive sous une résistance et que cette résistance doive passer ou non, je pense qu'elle va être réactive. Donc je pense que je vais alléger mes positions dessus et je pense que je vais prendre des positions de couverture baissière du BX4 ou autre pour protéger mes avoirs restants en portefeuille. Comme ça, si on consolide sous la résistance puis qu'on repart, je coupe ma couverture et puis je profite de la hausse par la suite. Si on se retourne complètement, ma couverture me protège, j'allégerai mon portefeuille et je laisserai la baisse se faire si la baisse doit prendre le pas.
Mais je suis objectif et en tant qu'analyste, en tant que trader, en tant qu'investisseur, je me dois toujours d'avoir le scénario inverse en tête. Le scénario inverse, c'est ici à droite. Malheureusement, les graphiques, je constate qu'on ne les voit pas très bien, mais c'est toutes sortes de latéralisation du Dow Jones en 1920, 30, 80, 2003, 2009, 2011, où on est sorti par le bas un tantinet avant de repartir à la hausse et de repartir fortement. Et on a un peu ça qui s'est passé ces derniers mois. On a baissé, on a cassé un support et on est en train d'essayer de le reprendre. Donc, dans les semaines qui viennent, ça va être un combat entre les baissiers qui pensent qu'on est en bear market et que ça va chuter très fortement et les acheteurs qui se disent la remontée de ces dernières semaines n'est pas un simple rebond technique, c'est le début de quelque chose de plus grand et si on devait baisser un petit peu dans les semaines qui viennent, ce serait peut-être l'opportunité d'acheter pour la suite. Bien évidemment, moi, Nicolas Chéron, simple analyste français devant son PC, je n'ai pas de boule de cristal, je n'en sais rien. On peut s'aider de plein d'indicateurs macroéconomiques, techniques, des chandeliers japonais, de la psychologie des opérateurs, etc. C'est ce que j'essaye de vous enseigner dans mes émissions depuis des années. Pour le moment, on avait pas mal d'ingrédients pour au moins être prudent sous les résistances. On est en train de baisser, on a perdu 3-4% sur le CAC, le Nasdaq, le Dow Jones, peut-être 4 ou 5% même sur le Nasdaq. Donc, on est allégé en haut, on est content, on a couvert les portefeuilles, on est content, maintenant c'est en train de baisser et on va voir. Il y a Jackson Hole, la réunion des grands argentiers de ce monde, des banquiers centraux à la fin de la semaine. Il va y avoir un discours de Jérôme Powell. Il va y avoir jeudi le PIB aux États-Unis. Et ce sont ces catalyseurs qui vont nous donner un peu le tempo pour la suite. Ce qui est important en tant qu'investisseur, c'est de savoir que vous ne savez pas. Je sais que je ne sais pas. Je ne suis jamais persuadé de rien. Parfois, on pourrait se dire en lisant mes tweets que j'ai l'impression de savoir où va le marché. Mais en fait, absolument pas. Je n'ai pas d'ego. Je donne mon avis en toute humilité. Je sais que je peux me planter 50% du temps. Ce qui m'implique, moi, si vous voulez, c'est de n'intervenir tel un sniper, en tous les cas quand je fais du trading, sur un point clé. Ça fait 15 jours que je laisse monter le CAC 40 en disant tous les matins sur Twitter, on vendra quand on cassera la MM10, on vendra quand on cassera la MM7, on vendra quand on aura un signal. Et ça, c'est un exercice, c'est le jeu de la patience. Pendant 15 jours, on attend. Et puis la semaine dernière, mardi, mercredi, échec sous MM200, cassure de MM7, on rentre les couvertures, ça baisse très bien, ça remonte, on les coupe et basta. On n'est plus adolescent, le but n'est plus d'avoir raison, c'est d'avoir couvert, d'être bien dans sa tête, de pouvoir aller dormir le soir. Moi j'ai allégé mon portefeuille, j'ai couvert mon portefeuille, j'ai fait des gains, j'en ai coupé une partie, je suis content, je dors tranquille le soir, c'est tout ce qui m'importe. Pourquoi est-ce qu'il y avait des raisons que l'on plafonne un peu à court terme? Quand on regarde la performance du mois de juillet-août, on était, il y a encore quelques jours, sur la meilleure performance du marché action américain depuis 80 ans. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, il faut un peu se calmer. On est passé en fait de ultra pessimiste en juin à ultra optimiste fin août. À droite, même type de graphique, c'est le pourcentage d'actions du Russell 2000, donc l'indice des small caps américaines, le pourcentage d'actions dont le RSI est supérieur à 70%. Donc ça montre en fait que le marché est suracheté. On est passé en fait de survendu à suracheté. Mais vous savez, je pense sincèrement qu'aucun des deux camps, ni acheteur ni vendeur, n'aura raison. On va peut-être baisser un certain temps comme les vendeurs le pensent, puis peut-être qu'on repartira à la hausse comme les acheteurs le pensent, et ainsi de suite pendant des mois, voire des années. En fait, nous n'avons pas les taux zéro ni le quantitative easing qui ne reviendront pas de sitôt avant plusieurs trimestres, voire des années. Et nous avons toujours des résultats d'entreprises solides qui ne sont pas encore révisés. Donc on a une sorte de chape de plomb fondamentale qui nous bloque en haut, et une sorte de coussin d'air qui nous retient en bas. Et en fait, on pourrait continuer comme ça de gagner et perdre 20% et de balader tout le monde dans tous les sens dans une machine à laver pendant encore pas mal de trimestres.
Et c'est ce que j'essaie de vous montrer depuis le début de l'année, que le scénario c'est un range, qu'en bas du range on achète et qu'en haut du range on vend et que le reste on s'en tamponne un petit peu. Des choses auxquelles vous allez devoir faire attention. Graphique de gauche, c'est le taux de chômage aux États-Unis. On est à 3,5%, on est au plus bas. Si le chômage remonte, il y a des risques récessifs qui augmentent. Je pense qu'il augmentera dans les mois à venir. Je vous invite à le suivre de près. À droite, c'est un graphique sur la dette sur les cartes de crédit aux États-Unis. En fait, depuis 3-4 mois, l'immobilier est en train de tanguer, les cryptos tanguent également, le marché action baisse. Et donc, les Américains stressent. En plus de ça, il y a de l'inflation. Donc, en théorie, ils devraient consommer moins. Mais non, le niveau de consommation aux États-Unis, pour l'instant, se maintient. Et la raison en est simple, c'est que les gens consomment à crédit. Pour combien de temps? Est-ce que cela va durer? Est-ce que c'est tenable? Je ne sais pas. En tous les cas, pour l'instant, la consommation se tient. Mais je pense que si l'immobilier continue de se tendre, si le marché continue de ne pas être tendre, à un moment donné, les particuliers vont un peu se détendre. À gauche, les chiffres de l'immobilier aux États-Unis avec un ralentissement de la demande très fort. À droite, c'est l'argent disponible pour les ménages sur la planète entière. Donc on voit bien que là, avec l'inflation, tout le monde se fait grignoter. À gauche, ici, c'est un indicateur, l'Empire State Manufacturing, que je vous ai déjà montré la semaine dernière, où on est sur des plus bas de 10 ans. À droite, c'est un graphique qui montre que les gérants étaient sous-pondérés en equity et surpondérés en cash cet été. C'est ce qui explique notamment que le marché rebondit, puisque tout le monde était sorti et avait abandonné les actions. Du coup, elles sont remontées fortement et ont fait FOMO un peu tous ceux qui étaient là pendant l'été. À gauche, un graphique qui montre graduellement dans le temps ici les préoccupations des gérants, et c'est l'inflation qui remporte toujours la palme. L'inflation dont on l'attend à 10, 12, certains parlent de 18% d'inflation en Angleterre l'année prochaine. Donc là, ça commence vraiment à sentir le roussi. À droite, ce sont les imports de produits à base de métaux en Chine. La Chine, en fait, construit beaucoup moins. Son marché de l'immobilier est en train de se casser la figure. Elle est en train de consommer beaucoup moins. Et ça se voit sur de nombreux chiffres. À gauche et à droite, ce sont des analogies avec le passé. À gauche, c'est toutes les analogies qui montrent qu'on est dans un bear market rally, qu'on va se casser la figure. À droite, ce sont des analogies qui montrent qu'on a peut-être fait un point bas et qu'on va repartir comme en 40. Bien évidemment, on n'a pas de boule de cristal, on n'en sait rien, donc on continue de naviguer à vue, de gérer ses positions en fonction de son propre profil. Jean-Michel DCA continue de DCA et d'acheter tous les mois des ETF et des bonnes actions et ne se pose pas de questions. Monsieur long terme tient ses lignes, sort les mauvais élèves, rend des élèves de qualité et continue d'être à l'achat dans un marché globalement aussi à long terme mais neutre à moyen terme. Et puis les gens qui sont un peu plus sportifs, on achète en bas, on vend en haut, on fait du market timing, on fait du trading. Si l'on le souhaite, mais encore une fois, il y a très peu de gens qui y arrivent et ça prend énormément de temps et de stress. À gauche, la confiance des PDG des entreprises aux États-Unis qui est au ras des pâquerettes. À droite, un graphique très intéressant. Depuis quelques jours, et notamment la semaine dernière, j'ai été baissier, d'autres étaient baissiers, beaucoup de gens commençaient à expliquer qu'on était suracheté, qu'on avait gagné 15, 20, 25% et qu'on allait redescendre. Et il y a pas mal de gens qui me disaient « Oui, mais Nicolas, si tout le monde est baissier, si tout le monde pense que ça va baisser, ça devrait monter. » C'est pas faux, c'est vrai, habituellement. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien faire la distinction entre ce que les gens pensent et ce que les gens font. Or, quand on fait des enquêtes auprès des investisseurs, il est vrai qu'ils ont le sentiment qui est très bas, qu'ils pensent que ça va baisser, qu'ils sont baissiers, c'est vrai. Mais quand on regarde leur portefeuille,
leur allocation, globalement, les gens sont à l'achat sur le marché action, ne sont pas sortis pendant la baisse du premier semestre et sont à l'achat en mode espoir en espérant que ça monte. Donc, si l'on ne suit pas les enquêtes de confiance, mais les positions des traders, les gens, globalement, les investisseurs particuliers, sont-ils à l'achat et donc haussiers par définition sur le marché? La réponse est oui. Donc, le risque est baissier. À gauche, ce sont les anticipations de baisse de l'inflation aux États-Unis où tout le monde se plante depuis 2 ans et devrait continuer de se planter encore un certain temps. À droite, c'est un graphique qui montre que l'Angleterre est en train de connaître la pire récession depuis 300 ans. En Angleterre, le PIB fait moins 10%, il y a une inflation de 10 à 15%, il y a des problèmes avec l'énergie. Je ne sais pas ce qui est lié de près ou de loin au Brexit, mais franchement, économiquement, là, ils sont mal. Et puis deux graphiques qu'il va falloir suivre de près dans les mois qui viennent. Le graphique de gauche, c'est le bilan de la Fed. La Fed, donc, qui commence à dégonfler son bilan. Vous voyez que ça commence à baissouiller petit à petit. Elle a baissé de mémoire son bilan de 20 à 30 milliards ces 2-3 derniers mois. Elle passe à 60 puis 90 milliards par mois dans les mois qui viennent. Donc quand on dit que la Fed se retire du marché, que les banques centrales se retirent du marché, elles ne l'ont pas vraiment fait ces derniers mois. Par contre là, elles devraient accélérer le mouvement. Et c'est pour ça qu'on suivra à droite un graphique important, le graphique du VIX. Le VIX, l'indice de la peur, avec en bleu ce qu'il a fait en 2008, en blanc ce qu'il fait actuellement. On est avec un VIX qui graduellement depuis un an fait des plus bas de plus en plus haut, qui est en train de se tendre. Et on n'est pas à l'abri d'un gros trou d'air, d'un lâchage de marché, d'un moins 10, moins 15, d'une grosse frayeur. Est-ce que ce sera l'immobilier en Chine? Est-ce que ce sera Taïwan? Est-ce que ce sera l'Ukraine avec la Russie, etc. J'en sais rien. Mais je garde à l'esprit qu'un accident de marché, dans les conditions de marché actuelles, avec une macroéconomie aussi dégradée, peut arriver à tout moment. Et d'autant plus lorsque le VIX est tendu et est au-dessus de 20, voire se rapproche des 30 ou plus. On va passer à l'analyse graphique. Tac, 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 tac. Hop. Alors attendez. Hop là, voilà. Donc, j'ai pas grand chose à dire sur les indices, de plus que ce que je vous ai dit ces dernières semaines. On est dans un large range. On est dans un range avec des points hauts qui sont un peu plus bas que les autres, puisque la macro est très dégradée et agit comme une chape de plomb fondamentale. On a échoué sous MM200, on a cassé MM7, les vendeurs ont la main, on a atteint le premier palier qui était à 6330 points. À 6330 points, ceux qui étaient fortement vendeurs ont pu prendre quelques petits bénéfices et garder le reste de leur position en ayant abaissé leur stop. Pour ceux qui avaient juste pris un peu de BX4, un peu de DSP5 là-haut pour protéger leur portefeuille, le stop peut même être laissé à l'entrée. De telle manière que quoi qu'il se passe, même si on zigzague pendant une semaine, 2 semaines, qu'on se cherche, etc., vous êtes vendeur là-haut, vous avez votre stop qui est là, et ce n'est que si le marché explose que votre assurance incendie saute. Si le marché baisse ou bien range à plat, vous gardez votre assurance au cas où. Parce que je ne serai plus là dans les semaines qui viennent, je ne connais encore une fois pas l'avenir, mais j'ai quand même l'impression qu'on a au mieux des chances de latéraliser et au pire des chances de retourner vers les 6000, 6200 points. Voilà. Et c'était donc pour ça que je voulais couvrir ici, pour que ça puisse revenir sur les 6300, voire sur les 6200, voire pourquoi pas dans la zone basse du range, ici entre 5008 et 6000 points. On n'en sait rien. J'aimerais bien, au final. On achète en bas, on vend en haut, on rachètera en bas. Ça pourrait être sympa si le scénario du range continuait et permettait cette simplicité. Donc voilà, tant qu'on est sous les 6480, 6500 points, les vendeurs ont la main à court terme, on est sous MM7 et MM10 à court terme.
Donc c'est plutôt les vendeurs qui ont la main à très court terme. Voilà. Et il y a des risques de dérapage. Quand on regarde le Nasdaq 100, on a eu un bis repetita en fait de ce qui s'était passé en début d'année, chute pendant 2 mois, rebond technique puissant, chute pendant 2-3 mois, rebond technique puissant, et là, de nouveau, ce sont les vendeurs qui prennent la main. Donc tant qu'on sera sous les plus hauts qu'on a fait récemment, que ça rebondisse ou pas, il y a des risques d'aller se faire un petit voyage 3, 5, 7, 10% plus bas, pourquoi pas. Voilà. Concernant le pétrole, il a bien corrigé ces derniers temps. Et comme je le disais ce matin sur Twitter, à court terme, je suis favorable au pétrole et aux pétrolières et au secteur pétrolier. Il y a une bonne surperformance des valeurs pétrolières, il y a des jolies configurations, il y a un pétrole qui est soutenu, qui semble avoir touché un creux à court terme. Il a quand même bien absorbé les risques récessifs et il reste bien tendu et soutenu. Donc toujours des choses à faire, comme cela a été le cas depuis le début de l'année, sur le secteur énergétique. Concernant l'or, rien n'a changé, c'est un grand range avec une zone basse ici entre 1650 et 1700. L'or, pour moi, s'accumule à long terme dans une optique de diversification du portefeuille. Depuis le début de l'année, l'or est plus ou moins à zéro. Si on l'a acheté en euros, on a quand même fait un beau gain par rapport au reste du marché, les indices, le bitcoin, etc. qui ont chuté. Donc moi, à titre perso, je trouve ça toujours intéressant d'avoir de l'or dans sa diversification. Et puis enfin, le bitcoin. Le bitcoin, il est baissier à moyen terme, baissier sous MM200. Il est dans un drapeau haussier à court terme. J'ai martelé il y a une semaine, 10 jours, qu'il serait le premier à se prendre une banane si les indices repartaient à la baisse. Ça n'a pas loupé, il s'est pris moins 20% quand les indices ont dérapé. Je ne sais encore une fois pas si les indices vont stabiliser ou baisser plus. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des risques qu'on aille plus bas. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'on fait un rebond avant d'aller plus bas ou est-ce qu'on va plus bas directement. Point positif, on va dire, à court terme pour le Bitcoin depuis 2-3 jours, il surperforme un peu les indices. Voilà. Il a lâché fin de semaine dernière, vendredi dernier, mais alors que les indices américains lâchaient hier, il a bien tenu. Donc sa surperformance fait de lui un outil moins appréciable pour jouer la baisse à court terme. De fait, alors qu'il vient de perdre 20%, qu'il est sur le bas de son canal, etc., je n'ai pas envie de prendre de position baissière dessus. Si je préfère vendre quelque chose, je préfère vendre un indice puisque le Bitcoin qui sous-performait surperforme à court terme. À moyen terme, je ne serais pas étonné qu'il y ait quand même un accident supplémentaire en direction des plus bas dans les semaines qui viennent, tout comme sur les indices. On va maintenant passer à une petite liste d'actions. Je vous montre quelques exemples, quelques lectures, quelques valeurs que j'aime bien, d'autres où on peut identifier des seuils intéressants à mettre à profit. Je vous fais ça tout de suite. Alors, on commence avec Katana, qui a fait un parcours magnifique jusqu'ici, qui était extrêmement haussière, 2020-2021, superbe année, depuis 2022, c'est de la stabilisation. C'est là où c'est un petit peu moins intéressant pour le trend de follower parce que la MM200 s'aplatit, les cours vivotent, passent un coup en dessous, un coup au-dessus, etc. Donc il se pourrait qu'elle ait une période de disette, de digestion, de latéralisation qui puisse durer un certain temps, si tant est que le trend haussier reprenne par la suite. Cette période de digestion peut parfois durer plusieurs trimestres. Voltaldia, secteur énergie renouvelable, bien soutenu ces derniers temps. Elle est sous une zone de résistance clé. Ici, c'est simple comme bonjour. Si ça sonne, c'est qu'il se passe quelque chose. Si ça passe en force avec des volumes, c'est qu'il y a un changement d'état d'esprit des opérateurs dessus. Et j'aime beaucoup Voltallia. C'est le type de valeur qui tient bien sous une latéralisation horizontale où il y a un breakout potentiellement clean, propre qui pourrait intervenir. Et moi, c'est typiquement ce genre de configuration que j'aime bien.
Equinox, là, c'est un peu comme Katana, vous voyez, on était aussi au-dessus des MM200, avant elle était agréable, puis depuis qu'elle est passée sous MM200, c'est moins lisible. On voit d'ailleurs une zone de résistance qui est apparue ici autour des 7,30. Alors je ne dis pas, hein, si elle arrive à passer au-dessus des 7,30, 50 et de repartir à la hausse, ça MM200 devrait faire de même et accompagner la chose, et on pourrait ensuite viser les plus hauts à 8 euros, voire de nouveaux records. Mais ici aussi, peut-être que cette période de digestion, de stabilisation pourrait durer un certain temps. En tous les cas, rien n'empêche de se mettre une alerte sur les 7,30. Ensuite, aux États-Unis, ah non, français. Je connais pas. Je connais pas, je l'ai vu une fois puisqu'il y a deux, trois choses identifiées sur mon graphique. Je pense qu'on m'a parlé de cette action-là quand je cherchais des GLB. Une GLB, en fait, c'est une action qui s'introduit, qui fait un plus haut, et ensuite, c'est quand elle casse son plus haut qu'elle valide sa GLB. Donc ici, Exclusive Networks, bah, c'est un range. Voilà, c'est un range, c'est la naissance de l'action. Elle fait sa vie. Un premier signal serait au-dessus des 20 euros, un deuxième signal au-dessus des 21,30. Ce serait cassure du plus haut annuel, suivi de cassure du plus haut historique et validation d'une GLB. C'est avec NTech ensuite qu'on continue. On en avait parlé de celle-là, c'est une des rares valeurs introduites en 2021 qui depuis fait sa vie et l'a fait bien. On a donc fait la GLB assez rapidement, quoi qu'on l'a travaillé. Maintenant, on fait un nouveau record historique. Donc, on est là sur une valeur qui est en trend following. Et il faut essayer d'identifier un petit peu son rythme de croisière. Voilà. Elle fait des vagues. Et on va essayer de suivre comme ça cette pente qui me fait penser à Greenvolt, qu'on verra plus tard, qui peut être suivi un certain temps, puis peut-être un jour par la suite dépassé. Donc là, on avait une belle zone de résistance autour des 8 euros. Ceux qui sont à l'achat ont des stops en théorie dessous. Ceux qui veulent en acheter espèrent qu'elle va y revenir pour continuer de la trader dans le sens de la tendance. Carmat, c'est une medtech. Alors il faut bien distinguer medtech et biotech parce que je dis toujours que les biotech, c'est faut plus jamais en entendre parler et ne pas y toucher, ou du moins le moins possible. Les medtech, c'est un peu différent, c'est des sociétés qui vendent plutôt des mécanismes. Ici, bon, c'est quand même un cœur artificiel, donc il y a un côté quand même binaire si ça fonctionne ou pas. Sur Carmat, on aimerait bien que ça fonctionne, cette société qui pourrait commencer à gagner de l'argent avec sa technologie. Ça bloque sous les 15 euros, c'est une grosse zone. Au-dessus de ça, il y a un gap. Donc là, voilà, je pense que c'est relativement simple. Il faut casser les 15 euros. Il faut qu'il se passe quelque chose au-dessus de ça. Tant que ça passe pas, ça peut faire dodo pendant un certain temps. Ensuite, Energy Contor en Allemagne. Là, c'est du trend following comme on l'aime. Avec une hausse, une stabilisation MM200, une hausse, retour sur MM200, une hausse, retour sur MM200 et ainsi de suite. Donc là on espère comme d'habitude un retour sur MM200 pour peut-être mettre à profit ce titre, soit sur MM200, soit sur sa zone horizontale ici vers 77 euros. Le stop en théorie sur ce genre de configuration haussière se met sous le support, donc sous les 75 euros. Et on essaye de se laisser porter le plus long possible. Veolia, ça fait bien longtemps que j'ai pas regardé cette action. C'est un peu fouillis à moyen long terme. On la regarde en données hebdomadaires, voir ce que ça donne, s'il y a un trend, s'il y a quelque chose. Ça fonctionne beaucoup par à-coup. Donc là, on est dans la phase de correction de marché. Je veux pas être un oiseau de mauvais augure, je dis juste qu'il y a une énorme zone à 17-18 euros. Et que si jamais elle devait revenir, je dis pas qu'elle va revenir, je dis juste si, ce serait une belle opportunité sur ce genre de titre. Donc voilà, moi j'ai posé mon alerte au cas où. AXA. Là, c'est brouillon, regardez, c'est les 5 dernières années d'AXA que vous voyez là.
Donc bah, quand il y a des gros trous d'air, des crises, ça va bas et c'est des opportunités d'acheter de l'AXA pas cher, mais ensuite il y a une sorte de plafond quoi, depuis 5 7 ans. Donc je sais pas, c'est pas ma tasse de thé ça. Eiffage. Bah là on voit bien le ralentissement quoi. On voit bien que le Covid a été une opportunité pour ceux d'en acheter. Voilà, elle est vite retournée sur ses plus hauts des dernières années, mais ici aussi, depuis 5 ans, en fait, il se passe rien. Donc oui, FH, quand elle est à 60 euros, elle est pas chère et le marché en achète. Par contre, dès qu'elle arrive à 93, 95, bah, ça plafonne en fait. Parce que bah, potentiellement, il y a une sorte de plafond macroéconomique qui empêche qu'on aille plus haut. Donc voilà, ça m'intéresse pas vraiment ce genre de configuration. Thales. Là, on est sur l'armement, voilà, on est sur un secteur particulier. C'est un beau dossier, c'est soutenu, elle fait des plus bas de plus en plus haut, elle n'arrête pas de faire des plus bas de plus en plus haut. Si elle dépasse les 126,50, faut surveiller. Si elle dépasse ensuite les 129, faut surveiller. Et les 131, faut surveiller. En gros, quelqu'un qui voudrait prendre le train en route achèterait chacun des breakouts de la hausse pour essayer de participer à la hausse et de viser, une fois le range cassé, s'il devait casser, 10%, 15% de plus. Voilà. Elle résiste au choc de marché à la baisse, elle est soutenue sur bons résultats, contrat ou autre. S'il y a des cassures de résistance, moi ça m'intéressera beaucoup. Ensuite, Esilor, ça c'est un peu le reflet de ce qui s'est passé sur l'indice en fait. Esilor, en mars, elle se casse la figure, elle rebondit en avril, elle échoue sous MM200, elle se recasse la figure, elle rebondit en juillet-août, elle tape la MM200 et elle se retourne. Bah voilà, c'est ça l'année 2022. C'est une année de range, où ça paye en bas, ça vend en haut, ça paye en bas, ça a vendu en haut, et maintenant, bah, on va revenir sur les étages inférieurs. Lequel, j'en sais rien, mais en tous les cas, ça m'étonnerait que ça passe là-haut pour un certain temps. Crossjet. On en a parlé récemment, on a dit que ce serait bien qu'elle reste au-dessus des 4 euros, on a dit quand elle était là-haut à 4,70, 80 qu'elle pouvait revenir sur les 4, on a dit que fonction de votre profil et de votre entrée, il fallait gérer les stops. Certains prenaient des gains, d'autres montaient les stops sous les 4 euros, d'autres sont moyen termistes, les laissent sous les 3,50. On n'oublie pas non plus qu'elle vient de passer de 1,70 à près de 5 euros et qu'elle a pratiquement triplé. Et voilà, et on gère son risque et on gère ses stops. Renault, comme je le disais sur Twitter, a donné l'opportunité de pouvoir se barrer, puisque c'est l'automobile, un secteur qui n'est pas porteur, notamment en France, notamment Renault. Renault est baissière à long terme, elle est baissière à moyen terme, elle nous a gratifié d'un beau rebond technique cet été qui était à mon sens une porte de sortie. La porte de sortie avait été identifiée ici par un gap entre les 30,50 et les 32 euros à peu près. Pour qu'un rejet sur gap soit puissant, faut pas aller le combler complètement, faut juste taper sur la borne haute, s'y cogner et ne pas réussir à passer, c'est ce qui s'est passé. Je vous ai donc averti à 30,60 €, elle a perdu 10% ensuite, elle a comblé son gap certes, mais je pense qu'au mieux elle va latéraliser et au pire elle peut retourner une nouvelle fois vers les 23-24 euros. Greenvolt, c'est tout ce qu'on aime, du trend following, post-introduction, ça fait partie de rares cas de valeur haussière post-introduction comme Entech qu'on a vu tout à l'heure. Elle était dans un canal haussier, elle a osé en sortir par le haut. Ceux qui sont dedans remontent les stops au fur et à mesure et sourient. Ceux qui veulent rentrer, ça devient un petit peu tendu. Un premier niveau serait ici. Si je devais en privilégier un moi-même, je dirais que ce serait un retour sur 8,50 qui serait une bonne opportunité. Je dis pas que ça va avoir lieu, je dis que si c'était le cas, on se met une petite alerte. Ce serait une entrée sympa. Et en mettant des entrées comme ça sympas sur plein de dossiers, bah de temps en temps, il y en a une qui sonne. Ensuite, on regarde Farming Group pour l'exemple d'une superbe éjection. Elle était dans un biseau, tendance baissière. Elle s'est mise dans un range, tendance neutre. Sa MM200 s'est retournée progressivement. Et là, il se passe quoi? Cassure des MM200, pullback sur MM200, accélération haussière avec des volumes énormes. Et les volumes, ils ont duré tous les jours. Tous les jours,
sans s'arrêter depuis 2 semaines. Vous allez me dire, oui, mais c'est une biotech. Oui, ok. C'est un exemple théorique d'une analyse des volumes pour vous montrer que quand on est baissier, puis neutre, puis qu'on sort par le haut d'un range, donc théorie du phénix, avec une MM200 qui se retourne et des volumes énormes, c'est souvent quelque chose d'assez puissant. Et on finit avec Esso, pour faire un petit clin d'œil à David Renan qui la suit très bien depuis des mois. Esso dont on avait vu ici qu'elle avait du mal. Par la suite, elle est revenue sur 47,50, elle a tenu à 2 reprises, et parce que le pétrole a fait son creux, elle commence à repartir. Étant de nouveau un peu plus positif sur le pétrole, je vous concède qu'on peut s'intéresser à ces valeurs-là, notamment si dans le cas d'Esso, on venait à casser les 61 euros et la l'oblique baissière qui passe par tous les plus hauts depuis 3 mois. Voilà, sur ce, bonne chance pour la suite. On se retrouve sur les réseaux sociaux encore quelques jours, puis sur ma newsletter, sur nicolascheron.fr pour s'inscrire. Et puis moi je vous souhaite tout le bonheur du monde, en investissement comme dans la vie. Et puis je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour ma dernière émission. Au revoir à tous.